Amis de la logique et des microprocesseurs, bonjour. Dans ma série logique, que j'ai commencé il y a quelques temps, je vous avais dit que dans la logique, bien sûr, il y a les circuits programmables, donc les microprocesseurs, donc les microcontrôleurs. Je rappelle qu'un microcontrôleur, c'est rien d'autre qu'un microprocesseur qui intègre aussi sur la même puce des périphériques. Et pour faire suite à une demande que j'ai eue, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour parler des interruptions. Alors c'est vrai que bon, je commence peut-être un petit peu hard quelque part, et cette vidéo, pour bien à mon avis la comprendre, il faut déjà avoir un petit peu quelques notions de programmation, de justement des Arduino, des microprocesseurs, des choses comme ça. Enfin bon, à la limite, de toute façon, sur ma chaîne, j'essaye de faire des vidéos un peu de tous les niveaux. Voilà, il en faut pour tout le monde. Si vous trouvez que cette vidéo, enfin, je veux dire, fait appel à des connaissances que vous n'avez pas encore, je vous rappelle qu'il y a plein de chaînes, plein de sites, si ça vous intéresse pour apprendre ça. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler des interruptions. Alors c'est quoi à la base une interruption? Au tout début, si on a fait un système programmable, l'idée c'est de le programmer pour faire un certain nombre de tâches. On va dire pour faire ce que j'appelle ici des travaux de base. Donc on se dit, bah voilà, moi je gère une chaudière, je gère un truc comme ça et je fais ce que j'ai à faire. Mais très vite, on a vu qu'on avait le besoin de temps en temps de se dire, attention, des fois il y a des trucs un petit peu urgents qui peuvent arriver n'importe quand. Par exemple, imaginons une chaudière, mais il y a un bouton d'alerte, par exemple, un stop, et si jamais quelqu'un clique sur ce stop, voilà, il faut à tout prix, automatiquement, je sais pas, arrêter des systèmes, faire des signaux, enfin, faire quelque chose. Le seul truc, c'est que on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça arrive peut-être jamais, ça arrive peut-être à n'importe quel moment. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? À un moment donné, le programme, voilà, il fait ce qu'il a à faire des travaux de base, on peut schématiser comme ça, et de temps en temps, il dit est-ce qu'il y a une urgence? Oui, je gère l'urgence, voilà, s'il n'y a pas d'urgence, eh ben je fais rien. Donc ça s'appelle en informatique, ça c'est très connu, ça s'appelle de faire du polling. Ça revient donc à dire, ben voilà, moi je teste le plus en plus, enfin le plus souvent possible s'il y a une urgence. Et on va voir que c'est pas vraiment la meilleure méthode de faire ça. Alors pourquoi? Déjà, si on grossit un petit peu les travaux de base, si on veut pouvoir tester facilement qu'à un moment donné, justement, il y a une urgence, ça veut dire que ce programme-là, il doit jamais faire des boucles de ce style-là. Par exemple, là, dans mes travaux de base, imaginons que, je sais pas, j'ai un thermostat, je dis, si la température est basse, eh ben, je chauffe, et voilà, je boucle comme ça pour attendre jusqu'à temps que la température soit bonne. Si je fais ça, on voit que mon programme, le flow tourne ici, dans cette boucle-là, et il gère plus ici les urgences. Donc voilà, ici, je suis très embêté. Alors, une solution à ce moment-là, c'est de dire, quand j'ai une boucle comme ça, je rajoute ici dans ma boucle, encore une fois, la gestion du est-ce qu'il y a une urgence à traiter. Alors, ça peut devenir très vite compliqué. Si j'ai plein de boucles comme ça, il faut retester l'urgence partout. Enfin, ça complique le programme, et puis en même temps, voilà, avec quel niveau de granularité on fait ça. Donc, c'est pas impossible de faire ça, mais honnêtement, c'est pas très simple. Alors, il y a une autre solution, justement, c'est de se dire, comme le problème, c'est les boucles, de faire que le programme qui gère les travaux de base, justement, il est pas de boucle comme ça. Alors, ça, c'est tout à fait possible de le faire. Généralement, c'est des genres de programmes, sans rentrer dans les détails, on appelle ça des automates finis. Et en fait, c'est des systèmes où, à un moment donné, voilà, ils ont des états, et ils regardent, voilà, est-ce que je suis dans quel état? Est-ce que j'ai les conditions pour passer de l'état A à l'état B? Mais voilà, il n'y a pas de boucle comme ça. Alors ça, c'est vrai que ça veut dire qu'on boucle tout le temps, donc on passera toujours dans la boucle ici de gestion d'urgence. Maintenant, c'est pas simple à faire. Pourquoi? D'abord parce que ça a beau être un automate fini, des fois la gestion des états, le changement des états, ça peut prendre du temps. Donc pendant ce temps-là, on teste pas l'urgence. Et puis en même temps, je veux dire, si on veut justement éviter des boucles longues, ça veut dire que il faut avoir une granularité des états qui est faible. Bon, on va pas rentrer dans le détail des automates, mais imaginons un calcul d'une formule genre racine de machin multiplié par sinus de truc divisé par ça peut être long. Donc si je veux pas que ce programme-là, pendant qu'il exécute ça, il reste dedans, il continue à boucler, ça veut dire que je vais être obligé de le décomposer en plein de petits calculs, et donc avec des variables d'état, des trucs. Enfin bon, sans rentrer dans le détail, honnêtement, c'est compliqué.
Donc on voit, hein, le pooling, c'est sans doute quelque chose qui fonctionne, mais ça a des contraintes, c'est pas pratique, c'est pas efficace. Mais en même temps, la solution, elle est très simple, elle est très intuitive. Prenons l'exemple d'un professeur qui fait un cours de n'importe quoi, d'histoire par exemple, et qui dit, moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser instantanément. Et donc, il commencerait son cours en disant nos ancêtres, est-ce que quelqu'un a des questions? Les Gaulois, est-ce que quelqu'un a des questions? Habiter, est-ce que quelqu'un a des questions? C'est-à-dire, en gros, il s'interromprait le plus souvent possible pour demander s'il y a des questions. Voilà, alors, c'est vrai qu'en faisant ça, il peut répondre très rapidement aux questions, mais on voit que ça rend le cours particulièrement emmerdant, c'est le cas de le dire. Enfin, voilà, c'est pas pratique. Et la solution à ça, elle est intuitive. C'est pas du tout comme ça qu'on ferait. Dans la vraie vie, le professeur dirait, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Je fais mon cours de façon normale, et si à un moment donné, hop, je sais pas, vous levez le doigt, j'arrête mon cours là où il est, je réponds à votre question, et je reprends mon cours là où il est. Eh ben en fait, c'est exactement ce qui a été fait. C'est-à-dire que très vite, hein, quand on a vu les premiers microprocesseurs se gérer, eh ben on a prévu quelque chose pour pouvoir justement faire ça, hein. L'idée, c'est ça, c'est que on fait le programme de base normal, mais on a un moyen qui va permettre à tout moment de se dire, tiens, là, il y a quelque chose de vraiment urgent à faire, arrête et fais autre chose. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, là, je vous ai mis un microprocesseur très célèbre, le 6502, hein, qui a équipé les Apple II, les PET et ça, mais bon, c'est assez proche du 6802, hein, toute cette famille de microprocesseurs. Il y avait le 80, 85 aussi, le 80, 80, et tous avaient une ou plusieurs entrées d'interruption. Là, je vous les ai mis en rouge, hein, IRQ, ça veut dire Interruption Request. Ça, c'est la broche qui permet de dire au microprocesseur, arrête-toi. Donc là, bah, on va regarder un petit peu ça justement, comment ça marche, hein. Mais en gros, voilà, lui, il a tout de façon câblée à chaque site, il va regarder s'il y a une interruption pour la gérer. Alors, attention, hein, c'est quelque chose de compliqué. Le but de ma vidéo ici, c'est de montrer le mécanisme, pas du tout de faire, enfin, de la programmation. Ça peut être très compliqué, hein, de gérer des interruptions, hein, surtout qu'on va partager des espaces mémoire, on va partager des variables. Bon, tout ça, c'est un petit peu comme la programmation multithread, c'est pas du tout ce que je vais aborder ici dans la vidéo. On va au contraire prendre un exemple vraiment basique. Là, je vous ai mis le schéma d'un système, ce qu'on appelle un système minimum, avec des microprocesseurs. En gros, c'est quasiment le minimum qu'on peut faire pour faire marcher un système, un microprocesseur. Ici, on a un 6802, donc un microprocesseur. Ici, on a un 6821, hein, qui est un système qui permet de gérer des entrées-sorties logiques. Et ici, la mémoire du programme. Bon, dans un microcontrôleur, on retrouve exactement la même chose. La seule différence, c'est que tout ça, c'est dans un même boîtier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On trouve ici notre broche IRQ, qui est reliée ici à une sortie là, qui est IRQA et 334. Donc en gros, c'est quoi? IRQ sur le 6802, c'est une entrée. Et c'est une entrée qui est active à l'état bas. C'est-à-dire que c'est ça que le microprocesseur utilise pour savoir si quelqu'un demande à être interrompu. Donc si IRQ est à 0, hein, à la masse, eh ben, il saura que quelqu'un demande une interruption. Sur les périphériques, par exemple, de la famille 6800, comme le 6821, IRQA, c'est une sortie qui passe à 0 justement quand le périphérique dit oula, il faudrait qu'on s'occupe de moi, il se passe quelque chose chez moi. Et c'est une sortie à drain ouvert. Alors pourquoi c'est à drain ouvert? On verra ça dans une autre vidéo. Mais voilà, donc pourquoi, enfin, on en a déjà parlé, hein, tout ce qui est à collecteur ouvert, drain ouvert, bah, il faut avoir une résistance de rappel qu'on voit ici, là c'est cette résistance-là. Et donc c'est comme ça que le système d'entrée-sortie ici va pouvoir dire au microprocesseur, arrête de faire ce que tu fais, occupe-toi de moi, il y a quelque chose qui se passe chez moi qui nécessite ton attention. En gros, comment ça se passe, hein, dans le principe? Bah, c'est simple, après chaque micro-instruction, vraiment instruction de base en langage machine, hein, et ça c'est fait de façon, quand je dis check, mais enfin en gros c'est fait dans vraiment le système de logique du microprocesseur, il regarde si la broche d'interruption est active. Si elle n'est pas active, bah, il continue normalement, il prend l'instruction suivante du programme normal, et il le fait. S'il voit que c'est actif, il se dit « Oh là là, faut que j'aille très vite, il y a quelqu'un qui a besoin de moi ». Qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde l'adresse du programme en cours, c'est-à-dire à quel endroit il en est dans le programme actuel, il se dit ah bah voilà, tiens, c'est une sorte de marque-page, il dit voilà, j'en étais là. Hein, donc ça utilise souvent une notion de pile.
Là, il va charger le vecteur d'interruption. Ça, on y reviendra, c'est quelque chose de très intéressant, cette notion de vecteur, mais ce qu'on appelle le vecteur d'interruption, c'est l'adresse, c'est l'endroit où se trouve le programme qui gère les interruptions. Tout simplement, on veut dire, quand il se passe quelque chose, eh ben, il faut faire des actions. Hein, c'est ça ce qu'on appelle le programme de gestion des interruptions. Et l'adresse, hein, l'endroit où commence ce programme, c'est ça qu'on appelle le vecteur d'interruption. Alors là, il y a différentes techniques selon les systèmes. Hein. Sur les 6800, 6502, si je me rappelle bien, il y avait un endroit spécial en mémoire où on mettait l'adresse de ce programme. Dans des systèmes comme le 8080, c'est en dur, c'est-à-dire que on dit voilà, quand il y a une interruption, le programme va automatiquement à l'adresse qui est à tel endroit. Et on verra dans d'autres vidéos que dans un Z80, par exemple, dans certains modes, eh ben, c'est bien plus smart que ça. Les adresses, elles peuvent dépendre et être dynamiques. Enfin bref, à un moment donné, il y a l'interruption. Il faut que l'ordinateur, il sache où est-ce qu'il va pour la traiter. Une fois qu'il sait où se trouve ce programme, eh ben, il l'exécute. Et donc, ce programme de gestion d'interruption, généralement, pour qu'il aille vite, il a rien fait, il n'a pas sauvegardé des valeurs et tout. Il dit, moi, c'est brut de fonderie, c'est hop, tout ce que j'ai fait, hein, c'est sauvegarder le programme en cours, je vais aller le plus vite possible. Et dans ce programme-là, donc là, on va faire ce qu'on a à faire, hein, mais en même temps, très généralement, c'est ici que on va enlever la cause de l'interruption. C'est-à-dire que si on revient dans mon exemple de tout à l'heure, le programme il tourne, le périphérique dit attention, il y a je sais pas quelqu'un qui appuie sur un bouton. À ce moment-là, je vais dire au périphérique ok, je m'occupe de toi, et je vais donc enlever, lui dire bah c'est bon, arrête de me mettre le signal d'interruption vu que ça y est, je suis au courant. Et après, une fois qu'il a terminé son programme, il reprend là où il était. Alors on verra aussi qu'il y a des tas de systèmes. Hein, le fait justement de dire au périphérique d'enlever l'interruption, alors c'est soit des instructions spécifiques, soit la lecture d'un registre spécifique, soit dans certains cas, le simple fait de lire le périphérique automatiquement lève l'interruption. Là, il y a différentes techniques. Alors voilà, comme on voit, c'est finalement relativement simple à comprendre, c'est très intuitif. Le programme tourne, il y a quelque chose qui lui dit arrête-toi, j'ai besoin de toi, on s'arrête là où on en est, on s'occupe de la demande, et une fois que c'est terminé, on reprend là où on était. Mais quand on commence à attaquer ça, en fait, très vite, on se pose plein de questions, et dont les réponses sont pas forcément simples. C'est qu'est-ce qui se passe si pendant une interruption, j'ai encore une interruption? Est-ce qu'on peut aussi en gérer plusieurs? Si on en gère plusieurs, laquelle est prioritaire sur laquelle? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des interruptions dès le départ de mon programme, avant même que j'ai initialisé mes données et tout ça, j'ai une interruption? Voilà, il y a pas mal de points et finalement, enfin, c'est quelque chose de relativement complexe. Des fois, on y passe beaucoup de temps, surtout dans le temps où on n'avait pas de débugger et de choses comme ça. Après, avec l'expérience, et en prenant pareil des choses de complexité, on va dire croissante, mais petit à petit, on finit par gérer ça. Ça se gère plutôt bien, sachant quand même que à la fin, on arrive vraiment quand même à des problématiques de ce qu'on appelle le multithread, hein, qui dit qu'à un moment donné, un système partage des entrées-sorties, partage de la mémoire avec des programmes qui fonctionnent comme ça de façon asynchrone quelque part. Donc ça, c'est pareil, c'est des techniques à apprendre. Généralement, quand on commence avec ça, on fait souvent des erreurs. Hein, c'est pas toujours simple à faire, mais enfin bon, c'est quand même des choses qui sont relativement bien connues et maîtrisées maintenant. Alors, est-ce que c'est utiliser les interruptions? La réponse, elle est oui. Comme je le mets ici, j'ai conçu des dizaines de systèmes à microprocesseurs, à microcontrôleurs. Quand je dis 98%, à mon avis, même c'est plus que ça. Enfin, tous quasiment utiliser des interruptions. En gros, ça sert à quoi? Pour les timers. C'est-à-dire, quand il y a des timers, souvent c'est des compteurs, et on dit, quand tu as fini de compter ou de décompter, quand tu arrives à zéro, préviens-moi. De générer des tics hyper précis. Par exemple, les CTC, on va lui dire, toutes les secondes, interromps-moi, comme ça, ça me permet, je crois, de mettre à jour un compteur, mettre à jour une horloge, faire des choses comme ça. Tout ce qui est fait généralement, le multiplexage d'affichage, chose temps réel, ça peut pas s'arrêter. Sinon, on le verra tout de suite. Donc, très souvent, ça, c'est géré aussi avec des interruptions. On va dire, voilà, toutes les 10 millisecondes, j'interromps le programme principal, j'affiche un afficheur 1, et ainsi de suite. Justement, tout ce qui est multithread, hein, les cœurs multithread,
bah, en fait, c'est lié au timer, C'est-à-dire qu'on a plusieurs tâches, et ben, c'est découpé dans le temps, et souvent, c'est un timer sous interruption qui dit, tiens, bah, c'est toi qui as la main, c'est toi qui as la main, ainsi de suite. Bien sûr, tout ce qui va être UART périphérique, un système série, on va lui dire, je sais pas, moi, envoie-moi un caractère, préviens-moi quand il sera envoyé. Ou quand un caractère arrive, préviens-moi. Surveillance d'état logique, la gestion de l'accès direct, des interruptions un peu spéciales on parlera peut-être, les NMI, pour gérer du pas à pas, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, oui, c'est super utilisé, je dirais même c'est quasi indispensable. Alors, en même temps, sur des systèmes un peu haut niveau, comme il existe maintenant, comme les Pickaxe, les Arduino, un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on utilise ça, je veux dire, voilà, dans les Pickaxe, par exemple, on va utiliser des instructions, par exemple pour générer du PWM, des choses comme ça, qui utilisent les interruptions, mais quand on écrit son programme, c'est géré par le système. On lui dit simplement, envoie-moi des impulsions sur telle broche, et on s'occupe plus de rien. Donc c'est ça qui fait que on n'a pas forcément à s'en occuper. Maintenant, sur les pickaxe comme sur les Arduino, on peut aussi quand même profiter des interruptions et dire justement, tiens, bah, quand une broche va changer d'état, par exemple, ou sur un événement ou toutes les X secondes, eh ben, pouvoir écrire des bouts de code justement qui vont être appelés à ce moment-là. Donc voilà. Bon, c'est comme d'habitude, moi je vais pas faire des vidéos trop longues. Hein. Là, c'est déjà relativement long, donc bah, merci de votre attention. Bien, et ben voilà, qu'est-ce que tu fais, Maurice? Tu m'interromps, tu me fais une interruption là. Oui, non, mais j'ai pas besoin de toi, moi, alors casse-toi. Et justement, tiens, dans une prochaine vidéo, on pourrait voir comment empêcher les interruptions, et donc ce satané Maurice de venir m'interrompre. Bien, donc voilà, hein, comme je le dis, c'est un peu nouveau, hein, ce genre de vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas à me faire un feedback, hein, c'est très important pour moi. Voilà, si vous voulez plutôt que je continue dans ce sens-là, bah, dites-moi plutôt que vous en voulez plus. Si, bof, vous préférez plutôt mes vidéos habituelles, c'est pas dit que je continuerai peut-être pas, mais j'en ferai peut-être moins. Donc voilà, bah, en attendant, j'espère ne pas vous avoir interrompu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.